Essayé de montrer dans mon livre, c'est justement de cette inversion permanente des valeurs, inversion des rôles, qui est un fondement de la modernité et qui pour moi constitue une sorte de provocation permanente et que l'on peut appeler aussi une révolution permanente, car alors que on attribue cela évidemment, cela a été revendiqué par les bolcheviks au début de la Révolution. Ils voulaient faire une révolution permanente. Ils n'y sont pas parvenus. Et je crois que cette révolution permanente, elle est réalisée aujourd'hui justement par l'Occident. Alors qu'est-ce qui est en jeu dans le débat d'idées, disons, concernant les relations entre la Russie et l'Occident? Il y a, à l'époque soviétique, j'ai publié une sorte de compilation de textes dans une sorte d'almanach qui s'appelait « La vision russe de l'Occident ». Et la vision russe de l'Occident, je l'avais définie à ce moment-là un peu comme étant à la fois une vision fondée sur un sentiment à la fois d'infériorité et de supériorité. Un mélange, si vous voulez, de sentiments de supériorité véritablement, parce que le propre de la pensée russe, de la culture russe, de l'identité russe, étant considéré souvent par les Russes eux-mêmes comme étant, disons, inaccessible, n'est-ce pas, à la rationalité occidentale, en quelque sorte, n'est-ce pas, étant donc ce qui leur donne une sorte de supériorité. Ils sont disons, le sentiment de posséder des valeurs que l'Occident a perdues. Et aujourd'hui, je crois que c'est au cœur de cette relation conflictuelle qui s'est créée, à savoir qu'on se trouve devant des revendications de la part de l'Europe, par exemple, revendications de valeurs qui ne correspondent plus du tout à la réalité que les gens sont en train de vivre, que vous, que moi, nous sommes en train de vivre dans la réalité. Et en fait, la Russie, aujourd'hui, a repris ces valeurs, n'est-ce pas? Ces valeurs que l'on peut considérer comme les valeurs de la civilisation judéo-chrétienne, elles sont beaucoup plus, disons, défendues par la Russie actuelle, par le régime de Vladimir Poutine, que par l'Union européenne. Parce que ce qui est en jeu, ce sont en fait les nations elles-mêmes, n'est-ce pas, qui sont menacées de disparition par le nouvel ordre mondial. Et donc la Russie, par sa position forte sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, par son immensité, enfin par sa place dans le monde, bien qu'elle ait beaucoup régressé depuis l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, apparaît aujourd'hui comme étant à la tête véritablement d'une résistance contre cette idéologie qui vise la disparition des identités nationales et des cultures nationales, des traditions, et même l'éradication même de l'histoire. Aujourd'hui, on est en face d'une propagande qui refait l'histoire, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous le savez aussi bien que moi, il suffit de lire les journaux, d'écouter la radio et d'assister aux débats télévisés pour s'en rendre compte. Par exemple, la victoire de l'Union soviétique sur le nazisme est constamment remise en question. Elle est contestée de manière par les Polonais, par les Ukrainiens, par les Européens eux-mêmes, par les Allemands,
n'est-ce pas? Donc on assiste à une sorte de lavage des cerveaux que j'ai désigné dans mon livre comme étant l'expression de ce que j'ai appelé le tiers inclus. À savoir que on peut dire pour chacun d'entre nous, il y a une sorte de tiers, n'est-ce pas, qui s'introduit dans nos pensées, dans notre dialogue avec nous-mêmes, et qui au fond représente ce qu'on pourrait appeler le ça collectif, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'opinion dominante, et qui est une censure, n'est-ce pas, qui nous censure, qui nous empêche de voir véritablement la réalité, de voir tout simplement de prendre conscience de la vérité des situations que nous sommes en train de vivre. S'il s'agit donc d'analyser les relations qui se sont créées entre la Russie et l'Occident depuis la fin de la guerre froide, et actuellement de ce qu'on peut appeler comme un renouveau de cette guerre froide, je crois qu'il faut quand même, avant tout, parler d'un fait qui est souvent nié, qui est nié entre autres par l'Occident, qui est revendiqué par les Russes, mais qui est nié par les Occidentaux, à savoir que l'Occident se prévaut de la victoire sur le communisme au moment où l'Union soviétique s'est disloquée. C'est une vision qui est fausse. L'Union soviétique, on peut dire qu'elle s'est désagrégée par elle-même, que c'était un processus, si vous voulez, peut-être ancien, de dissolution interne qui a amené cette fin. Mais en aucun cas, je crois qu'on ne peut, mais André pourra vous en parler mieux que moi, on ne peut considérer qu'il s'agit véritablement d'une victoire de l'Amérique, des États-Unis, puisque c'est de là qu'il s'agit, sur l'Union soviétique. Mais les États-Unis ont considéré qu'ils étaient les vainqueurs. Et donc ils ont traité la Russie comme qui était l'héritière, considéré qu'évidemment la Russie qui émergeait de ces ruines de l'ancien empire, comme étant, disons, vaincue, et donc devant faire acte de vassalité. On sait très bien que c'est que les États-Unis, ils ne s'en cachent pas, ils n'ont que des vassaux ou des ennemis, ils n'ont pas d'amis, n'est-ce pas? Ils ont des ennemis ou des vassaux. Et à partir du moment où la Russie, qui a failli disparaître dans les années 90, au moment de l'occidentalisation, n'est-ce pas, de la société russe, qui a abouti à un véritable effondrement de cette société, au moment où elle a réussi à émerger de ces décombres, grâce, il faut bien le dire, à la politique de Vladimir Poutine, qui est issue de ce cercle, n'est-ce pas, de dirigeants, puisqu'il a été nommé par Yeltsin, a réagi contre cette situation et a quand même contribué largement par sa politique à redresser la Russie, à lui redonner un statut de grande puissance sur le plan militaire et sur le plan diplomatique essentiellement. Alors évidemment, cela va de pair avec une position qui reste assez faible économiquement, je dirais, sur le plan intérieur, n'est-ce pas, sur le plan de la société russe elle-même. Mais cela n'est pas nouveau. C'était aussi le cas, au fond, c'était aussi le cas de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une sorte de disproportion, si vous voulez, entre la puissance de la Russie sur le plan international et les difficultés que ce pays pouvait éprouver dans la gestion de son économie. Avec cette différence que sous le communisme, il y avait quand même le plein emploi, il y avait quand même une certaine égalité des conditions, il y avait une justice, l'État prenait en charge une grande partie, n'est-ce pas, des besoins matériels des gens, et que tout cela a disparu au moment de la démocratisation. Et cela explique la raison pour laquelle la démocratie, en raison de cette crise épouvantable que le peuple russe a subie dans les années 90, la démocratie s'est associée, est devenue à une menace, n'est-ce pas, contre
les intérêts propres à la Russie. Et alors c'est une défense, au fond, de son identité, de sa mémoire, de son histoire, qui peu à peu, n'est-ce pas, a prévalu sur le désir de s'intégrer à ce nouvel ordre mondial dans lequel la Russie a failli, au fond, disparaître, se dissoudre. Le grand paradoxe, c'est qu'au nom de l'universalité, au nom de l'égalité, on en arrive on aboutit exactement au contraire, c'est-à-dire à la promotion d'une oligarchie dominante qui se prévaut de cette idéologie pour imposer au peuple les diktats qui lui sont favorables. Voyez, c'est cela la situation dans laquelle on se trouve. Alors, ce que l'Occident, justement, reproche à la Russie, par la voix de Vladimir Poutine, c'est, au fond, pour la première fois, d'oser prononcer des vérités qui sont inavouables. À savoir que cette démocratie universelle n'est que le visage de l'hégémonie, qui n'est même pas seulement l'hégémonie d'un pays qui serait les États-Unis, mais qui serait l'hégémonie d'une oligarchie financière internationale qui est anonyme, n'est-ce pas, qui n'a plus d'identité, qui est complètement anonyme, qui n'existe que par la spéculation et par le profit, et par l'exploitation, n'est-ce pas, des peuples. Donc, dans cette confrontation, je dirais, entre les peuples et cette oligarchie qui exerce son pouvoir à travers des organismes internationaux, comme d'ailleurs, entre autres, comme l'Union européenne, et nous en avons eu un exemple avec la Grèce, c'est un cas absolument emblématique. Et on peut dire un autre cas emblématique du sort qui attend les nations face à cette espèce de monstre qui s'est créé, qui s'appelle le nouvel ordre mondial, et qui veut imposer ses soi-disant valeurs à la planète entière, c'est le cas de la Yougoslavie. N'est-ce pas ? La Yougoslavie a été bombardée par l'OTAN, sans déclaration de guerre, sans autorisation de l'ONU. C'était un cas d'agression, n'est-ce pas, flagrant. C'était un cas de banditisme international. On peut parler d'un banditisme international, mais la Yougoslavie a été laminée parce qu'elle n'avait pas les moyens de se défendre. Et alors le dernier, évidemment, pour les représentants de ce nouvel ordre mondial, pour ceux qui sont à la tête de ce qu'on peut appeler l'Occident, n'est-ce pas, évidemment, l'ennemi par excellence, c'est la Russie parce qu'elle a l'arme nucléaire, parce qu'elle a les moyens de se défendre, et parce qu'elle est, jusqu'à présent, heureusement, elle est dirigée par, disons, un gouvernement, par un président, qui ont à cœur de ne pas se laisser, disons, dominer, n'est-ce pas, influencer même par les diktats et par les chantages de ce pouvoir qui s'est mis en place et qui prétend incarner véritablement les valeurs absolues, n'est-ce pas, démocratie, modernité, liberté. Et c'est tout cela que j'ai analysé dans mon livre en montrant que les campagnes permanentes, enfin cette espèce de révolution permanente qui est exercée par le capitalisme international pour s'imposer, eh bien, il le fait au nom de valeurs qui sont constamment transgressées et qui aboutissent au contraire exactement de ce qu'elles représentent. On peut le dire par exemple de la démocratie. On pourrait dire que la démocratie n'a jamais existé. Parce que si on prend au pied de la lettre le contrat social de Rousseau, il dit que la démocratie doit être l'émanation de la volonté générale. Mais quand vous avez, par exemple, aujourd'hui, on a un président qui représente 4%
d'après les sondages, peut-être qu'il y en a plus, mais enfin en tout cas c'est très bas, donc qui est complètement, qui a une position complètement minoritaire par rapport à la société, qui ne représente, on pourrait dire, presque rien, qui est complètement illégitime, et pourtant qui continue à représenter la France et à parler au nom du peuple. N'est-ce pas ? Normalement, si on applique à la lettre le contrat social de Rousseau, quand l'élection, quand un peuple élit ses représentants sont tenus d'appliquer le programme au nom duquel ils sont élus, n'est-ce pas ? S'ils ne le font pas, même sans qu'il y ait même de mouvement, je dirais, révolutionnaire ou de contestation, rien. Moralement, ces représentants, que ce soit par exemple l'Assemblée, que ce soit le président, peu importe, ceux qui ont été élus et qui n'appliquent pas, n'est-ce pas, les programmes qui ont été, au nom desquels ils se sont fait élire par la majorité du peuple, ils perdent leur légitimité. Ils ne sont plus légitimes. Donc ça, déjà, vous voyez, cela prouve que nous sommes dans une fausse démocratie. Nous sommes dans une démocratie qui est le contraire de ce que devrait être une démocratie. Donc il ne s'agit pas de contester la démocratie, il s'agit de contester justement, de mettre en évidence ce hiatus qui existe entre la fiction et la réalité. Alors en ce qui concerne la Russie, il y a donc, je dis, il y a toujours eu deux courants qui s'opposent. Il y a le courant pro-occidental et le courant slavophile qui a voulu défendre justement l'identité russe par rapport au modèle occidental, considéré comme dangereux, comme menaçant, justement pour cette identité. Mais c'est aborder cela d'une manière un peu simpliste. En fait, par exemple, ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est que, à travers le nihilisme, c'est l'occidentalisme qui s'est introduit en Russie, n'est-ce pas ? Et qui a sapé progressivement toutes les bases de l'ancienne société tsariste, qui avait ses mérites, qui avait ses défauts, qui avait ses injustices. Mais il s'est constitué, dans les années 70 du XIXe siècle, n'est-ce pas, à partir de 1870, une idéologie qu'on peut appeler nihiliste, qui s'est développée selon un schéma conforme à l'histoire même du tsarisme. Parce que quand Pierre le Grand a décrété, n'est-ce pas, disons que a interverti le rapport entre l'Église et l'État, il a soumis l'Église au pouvoir de l'État et il a en quelque sorte supprimé la référence à Dieu. Le tsar n'était plus le représentant de Dieu. Il ne pouvait plus se prévaloir d'être le représentant de Dieu. Et donc c'est lui qui se substituait à Dieu, et c'est à partir de lui, c'est lui qui était la source de toutes les valeurs et de tous les mérites. Il a créé une méritocratie avec la table des rangs. Mais cette table des rangs, elle est à l'origine, en fait, de la dissolution progressive de cette société tsariste, qui était bureaucratique, mais où la noblesse avait évidemment été la classe dominante, c'est-à-dire par le sang, n'est-ce pas, par l'origine. Seulement, vers le milieu du XIXe siècle, sous le règne justement du tsar le plus conservateur, c'est-à-dire Nicolas Ier, il s'est constitué une nouvelle classe qu'on appelait, on pourrait dire en français, les roturiers, ceux qui n'étaient pas nobles, mais qui avaient eu accès à l'instruction et qui, au fond, pouvaient revendiquer des places dans la bureaucratie tsariste, n'est-ce pas, auxquelles ils n'avaient pas droit. Et donc, ces personnes, s'est constitué une véritable classe de gens qu'on a pu appeler les hommes de trop. Ils étaient en trop parce qu'ils avaient des capacités qui ne leur donnaient pas le droit d'avoir les places les places qu'ils méritaient. Dont leur mérite n'étant pas reconnu, ils se sont mis à contester la société elle-même, toute la société, et ils sont devenus, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ces hommes de trop sont devenus des nihilistes, n'est-ce pas ?
Ils ont nié les valeurs de cette société de l'ancien régime tsariste, avec sa hiérarchie. Et ils ont revendiqué une société égalitaire, une société dont les penseurs occidentaux, les philosophes occidentaux, les penseurs socialistes pouvaient leur offrir des modèles. Et puis, ils ne se sont pas contentés de la nier, ils sont passés à l'acte, ils sont devenus des terroristes. Et ils ont sapé, donc, ils ont contribué à démolir cet édifice de l'ancien régime. Seulement, ce n'est pas ce courant qui a prévalu au moment de la Révolution. Ce courant qui était représenté par le Parti socialiste révolutionnaire était un courant, on pourrait dire assez, disons, anarchisant, n'est-ce pas, égalitaire, dans le sens où, et puis qui défendait la classe la majoritaire dans le pays, qui était la paysannerie. La paysannerie qui avait été longtemps constituée par des serfs, puis le servage a été aboli par Alexandre II. Et d'ailleurs, le tsar qui a été assassiné en raison d'une sorte de complicité entre les extrêmes, parce que les terroristes qui l'ont assassiné, au fond, ont été protégés, on pourrait presque dire, par la police tsariste qui voulait se débarrasser du tsar conservateur. Cela a été prouvé. Et dans mon livre, je fais état d'un personnage qui, pour moi, incarne justement l'incarnation même de la provocation, c'est Azef, qui était à la fois agent de l'Okhrana, c'est-à-dire de la police secrète tsariste, et chef de la section terroriste du Parti socialiste révolutionnaire, et qui donc a organisé de nombreux attentats, et qui a fait exécuter, entre autres, son propre ministre, celui qui était son supérieur hiérarchique dans la police, von Plehve. Bon. Donc ça, c'est un cas flagrant, si vous voulez, de provocation, d'agent double, parce qu'il était double, entièrement double. Il n'était ni pour un côté ni pour l'autre, il n'agissait que pour lui-même, que pour son propre intérêt, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'ai vu en lui une sorte de précurseur de notre modernité, n'est-ce pas? C'est-à-dire des gens qui cherchent uniquement leur intérêt et qui peuvent, au fond, adhérer à toutes les causes à partir du moment où elles peuvent être favorables à leur propre intérêt. Et Azef est l'incarnation de cette posture-là, si vous voulez. Mais en même temps, je l'ai pris comme paradigme de toute la modernité. Et j'en ai fait le paradigme de cette provocation qui me paraît définir la modernité tout entière et qui s'exprime justement surtout par cette inversion des valeurs que j'ai essayé de désigner. Donc la Russie, elle est pour nous extrêmement... l'enseignement, n'est-ce pas, que peut nous apporter l'histoire russe est précieux pour nous parce qu'il peut nous permettre d'avoir un regard beaucoup plus critique sur notre propre situation, sur notre propre pays, sur notre propre société. Il y a un autre aspect, c'est que justement, on a, dans la propagande habituelle vis-à-vis de la Russie, on considère que la Russie est un pays arriéré, n'est-ce pas, malgré les exploits, disons, de cosmonautique, la conquête de l'espace, etc., et toutes les grandes réussites de l'époque soviétique, dans tous les domaines, mais quand même, on garde toujours un préjugé, si vous voulez, de une sorte de préjugé à l'égard de la Russie, considérée constamment comme une nation arriérée par rapport à l'Occident. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que cette conscience, n'est-ce pas, que ce sentiment d'infériorité que l'Occident a toujours exploité, n'est-ce pas, en se prétendant supérieur justement à ce pays, il a été intériorisé par les Russes eux-mêmes. Et une chose que l'on a négligée dans l'effondrement de l'Union soviétique, et là on pourrait dire beaucoup de choses sur cette époque, mais ça je laisse la parole à André qui connaît beaucoup mieux que moi, c'est que au fond l'Union soviétique, elle était disons la prépondérance de la Russie soviétique lorsqu'elle était un empire et qu'elle rassemblait beaucoup de pays sous l'égide de la Russie, il y a une ambiguïté entre le soviétisme
entre l'Union soviétique et la Russie elle-même. Qu'est-ce qui est russe et qu'est-ce qui est soviétique? Et cette ambiguïté, on la ressent aujourd'hui. On la ressent aujourd'hui parce qu'elle est revendiquée, parce que d'une certaine façon, le régime actuel revendique les victoires, les exploits de l'époque soviétique. Ils sont attribués aux Russes, n'est-ce pas? Ils sont le fait des Russes. Mais en même temps, on ne veut pas rappeler qu'ils ont été réalisés pas seulement parce que la Russie était à la tête de l'Union soviétique, mais parce qu'il y avait véritablement un régime soviétique. Donc il y a une sorte de comment dirais-je, de pudeur, de honte même, n'est-ce pas, à vouloir revendiquer un héritage, disons, on revendique un héritage et en même temps, d'une certaine façon, on ne veut pas l'assumer entièrement. Par exemple, c'est très flagrant à propos de la victoire du régiment immortel. Le régiment immortel, c'était pas seulement des Russes. Il y avait des Kazakhs, il y avait des Tatars, il y avait des Ukrainiens, c'était toute l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui a gagné la victoire. C'est pas seulement la Russie. Et en même temps, de la part de l'Occident, on procède aussi à cette assimilation entre l'Union soviétique et la Russie, et on considère que la Russie d'aujourd'hui, étant l'héritière à la fois de l'impérialisme tsariste et de l'impérialisme soviétique, est un pays dangereux, et on lui attribue des visées impérialistes, non en se fondant sur des faits, n'est-ce pas? Non en analysant tout simplement la politique même, qui est celle de Vladimir Poutine, qui n'est pas une politique offensive, qui est une politique de défense, n'est-ce pas? Ce qu'on considère, ce qu'on appelle comme l'annexion de la Crimée, n'est pas une annexion. La Crimée qui a été occupée par les Russes, qui a été cédée à l'Ukraine par les hasards de l'histoire, mais que ses habitants ont toujours revendiqué comme appartenant à la Russie. Ils se sont toujours considérés comme appartenant à la Russie. Un cas de falsification de l'histoire. C'est ce que les Ukrainiens revendiquent Kiev comme étant le berceau de la Russie, mais ils le représentent comme étant la capitale de l'Ukraine. Mais elle n'était pas la capitale de l'Ukraine, elle était la capitale de la Russie kievienne. Et donc on procède à une espèce de confusion, vous voyez, volontaire dans les termes, et il se revendique, donc il se considère comme supérieur aux Russes parce que Kiev a été la source, a été le berceau de la Russie. Mais en voulant éliminer la Russie, en ne voulant garder que l'Ukraine. De même que, ça c'est un cas évidemment complètement aberrant, de même qu'on a pu lire dans la presse que ce n'était pas les Russes, enfin c'était pas l'armée rouge qui avait libéré, par exemple, Auschwitz, mais que c'était des Ukrainiens, parce qu'ils faisaient partie de l'armée rouge. Peut-être qu'il y avait des soldats et des officiers ukrainiens, mais à ce moment-là, ils étaient tout simplement soviétiques. Mais ça, on n'en tient pas compte. Donc on arrive à des aberrations totales, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que toutes ces idées fausses, mais d'une manière flagrante, constituent une sorte de corpus, vous voyez, d'ensemble, qui rentre dans la pensée des gens, dans les têtes des gens, et qui se substitue à la vérité historique. Et c'est ça que j'ai appelé le tiers inclus. J'ai appelé cela le tiers inclus en me référant à un livre que j'ai traduit d'un poète polonais, Alexander Watt, et il dit la chose suivante, il dit « Dans les prisons, nous étions frères, les codétenus étaient frères par le NKVD, par le parti, par Staline, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un tiers entre nous, n'est-ce pas? Il y avait toujours un tiers entre nous. » Alors, il se réfère, évidemment, il fait allusion au phénomène de la délation, n'est-ce pas? Et il ajoute, c'est évangélique. C'est-à-dire que pour lui, il montre dans ce fonctionnement-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce fonctionnement où il y a toujours un tiers, non seulement d'ailleurs entre deux personnes, mais un tiers qui s'introduit dans les pensées mêmes d'un seul individu, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire d'être deux pour qu'il y ait ce tiers. Ce tiers, il peut s'introduire dans le dialogue que chaque personne, que chaque individu peut entretenir avec soi-même, n'est-ce pas? Dans le débat que l'on peut avoir sur notre vécu, eh bien, il y a un tiers qui s'introduit et qui représente, au fond, l'opinion dominante.
Alors cette opinion dominante, il peut y avoir une alternative. À l'époque soviétique, par exemple, bien sûr qu'on peut dire que chaque citoyen était possédé par un tiers. Je vous renvoie au roman de Dostoïevski, Les Possédés, n'est-ce pas? Ce phénomène de possession, vous voyez, de possession par une idéologie, de possession par une idée qui en fait est une idée fausse, et que l'on montre comme étant la vérité absolue. Et on va la montrer d'autant plus comme la vérité absolue, d'autant plus qu'elle est fausse, n'est-ce pas? Parce que c'est un phénomène de croyance. Ce n'est pas un phénomène, c'est un phénomène qui passe par l'abolition de l'esprit critique. Il faut perdre l'esprit critique, il faut perdre toute rationalité et céder à la croyance. C'est un phénomène de croyance. C'est surtout les écrivains polonais de l'époque communiste qui avaient parlé de la nouvelle foi. N'est-ce pas? On croit dans l'avenir radieux, et au nom de l'avenir radieux, eh bien, on peut faire, on pourrait dire presque n'importe quoi, parce que c'est justifié par la cause, n'est-ce pas, par la finalité. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Nous sommes prisonniers d'un discours, d'une opinion qui est donnée comme l'expression d'une vérité absolue, irréfutable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller contre, par exemple, s'il s'agit du phénomène je donne un exemple, du phénomène des migrations, migratoires. Eh bien, comment aller contre le devoir d'hospitalité, d'humanité, n'est-ce pas, le devoir d'humanité. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces millions de gens qui sont chassés du Moyen-Orient par les guerres menées par l'Occident, c'est cela qu'on oublie, n'est-ce pas? Ce sont les Occidentaux qui sont à l'origine de ces migrations. Et effectivement, d'une certaine façon, on peut considérer que ces malheureux ont le droit d'exiger l'hospitalité de la part de ceux qui sont à l'origine de leur malheur. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un phénomène d'une telle ampleur qu'il risque de faire sombrer les sociétés occidentales elles-mêmes, n'est-ce pas? Parce que ces gens-là, leur intégration est évidemment impossible. Quand on fait la confusion en plus avec les anciennes migrations, qui étaient successives, qui étaient dosées. Toute société est composée de migrants, et la société américaine par excellence, mais la nôtre aussi. Je suis sûr que parmi vous, moi je suis d'origine italienne, il y a des gens qui sont d'origine portugaise, ou peut-être d'origine marocaine, ou peu importe, mais qui adoptent n'est-ce pas, le mode de pensée, la langue, l'éducation, etc., qui s'intègrent dans une société, mais qui ne leur imposent pas leur propre mode de pensée, leur propre religion. Et c'est cela qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que les rapports sont inversés, vous comprenez? Et ça, c'est ce que la Russie refuse. Ce qui n'empêche que l'islam a toujours coexisté en Russie. N'est-ce pas? Combien il y a 20 millions de musulmans en Russie. Vous voyez? Mais ce qui a, même aujourd'hui, on peut le constater, le régime actuel a réussi une véritable cohabitation assez harmonieuse entre les communautés musulmanes et la Russie qui, elle, est orthodoxe. Il y a une véritable paix religieuse en Russie, n'est-ce pas? On peut être catholique, on peut être orthodoxe, on peut être musulman, mais les musulmans ne vont pas imposer leurs lois, n'est-ce pas? Ils ne vont pas s'introduire en obligeant les orthodoxes à se convertir à l'islam, sous peine d'être décapités. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand même, hein, au fond. Le djihad, c'est ça. C'est une religion intolérante, et qui est d'ailleurs dans le Coran. Ce n'est pas c'est pas inventé. Ça, on a inventé un islam modéré, bon, c'est une autre question. Mais donc voilà, si vous voulez, les raisons pour lesquelles on assiste aujourd'hui à une véritable confrontation entre on pourrait dire l'idéologie telle qui règne aujourd'hui en Russie, et qui est évidemment repose sur un héritage qui est hybride, parce qu'elle repose à la fois sur l'héritage de l'ancienne Russie, on pourrait dire même tsariste, et de la Russie soviétique, et qu'elle fait la synthèse au fond de cela, mais il y a quand même une dichotomie entre la politique internationale, on pourrait dire la politique patriotique, n'est-ce pas, de Poutine, et l'économie libérale et même ultralibérale. Et cela entraîne évidemment cela est un vrai problème que la Russie, enfin,
On ne sait pas ce qu'elle deviendra, si Poutine restera longtemps encore, mais en tout cas que le gouvernement russe, un jour ou l'autre, devra résoudre. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'échec de l'occidentalisation qui s'est produite dans les années 90, qui a été un désastre pour la Russie, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un désastre absolu au point que la Russie a failli disparaître parce qu'elle a failli être démembrée. Et c'était véritablement un projet des Occidentaux, enfin disons surtout des États-Unis, qui ont cru pouvoir profiter de la situation pour empêcher désormais la Russie de renaître de ses cendres et de redevenir une puissance dangereuse pour elle, vous voyez ? Parce que pour les États-Unis, il est intolérable qu'un pays, même s'il n'a pas de visée menaçante, de visée hostile, de visée agressive, ce n'est pas ce qui est le cas. Vladimir Poutine n'a jamais manifesté le désir de détruire les États-Unis, pas du tout, ni même l'Europe, ni quoi que ce soit. Il a simplement, au moment du putsch de Maïdan, il a accepté, si vous voulez, le rattachement de la Crimée, parce que s'il n'avait pas fait cela, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que les néo-nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev, n'est-ce pas ? Parce que la révolution dans la dignité a été gagnée, a été victorieuse après l'imposture qui a été la signature, vous vous souvenez, des accords avec Yanukovych, entre Yanukovych et les ministres des pays occidentaux, enfin la Pologne, l'Allemagne et la France. Ils ont signé des accords qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été appliqués. Et aussitôt après la signature de ces accords, la rue a triomphé, mais la rue, c'était les bataillons, c'était les hordes fascistes armées qui ont massacré, la Centurie Céleste, elle n'en a pas été tuée par les policiers, par les berkouts de Yanukovych. Elle a été massacrée par des snipers qui étaient formés, qui avaient été, on le sait ça maintenant, qui avaient été formés en Pologne et pour provoquer justement la chute de Yanukovych et pour s'emparer du pouvoir. Donc c'est un putsch. Et si la Crimée n'avait pas, par un référendum, demandé son rattachement à la Russie, l'autre jour j'ai fait une conférence au dialogue franco-russe, enfin j'ai assisté à une conférence au dialogue franco-russe, j'en ai fait une aussi il y a quelque temps, et à chaque fois il y a un Français de Crimée qui dit, mais écoutez, ici on ne sait pas du tout, on ne connaît pas du tout la situation. Lui, il a vécu cette situation qui a été celle de la Crimée. Si la Russie n'avait pas accepté le rattachement, eh bien, les Criméens auraient été massacrés par ces hordes ukrainiennes qui ensuite ont massacré quand même 10 000 personnes dans le Donbass, provoqué 1,5 million de réfugiés et continuent d'ailleurs à bombarder des habitations, des femmes, des enfants qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la politique, n'est-ce pas ? C'est un phénomène vraiment du terrorisme. On appelle l'opération contre-terroriste décidée par Kiev est en réalité une opération terroriste, n'est-ce pas, qu'on peut assimiler aux actions menées par les Allemands sous l'occupation ou par les nazis ukrainiens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont massacré des centaines de milliers de Polonais et de Juifs. Et cela, on ne le dit pas. Et dont les chefs, Bandera, Choukevich, sont maintenant considérés comme les grands héros de l'indépendance ukrainienne et on leur élève des statues. Mais ça, en Europe, on est très discret sur ces sujets, n'est-ce pas ? On est très discret sur le fait qu'au nom de l'Europe, on défend un régime qui est ouvertement nazi, n'est-ce pas ? Qui applique les méthodes nazies, qui ont les insignes nazis, les croix gammées, etc. Ce ne sont pas des nazis de pur n'est-ce pas, de pur de frime, ce sont de vrais nazis, de vrais néo-nazis. Et ils s'en réclament, et ils sont fiers même des massacres qu'ils commettent, des tortures qu'ils commettent. Ils violent, ils tuent, ils massacrent au nom, parce qu'ils veulent éliminer de l'Ukraine tous ceux qui ne sont pas ethniquement purs, ce qui est une idiotie totale, parce qu'il n'y a pas d'Ukrainiens ethniquement purs. Et on a assisté au même phénomène en Yougoslavie, où on a parlé d'épuration ethnique, mais l'épuration ethnique, elle n'était pas pratiquée par les Serbes contre les Kosovars, contre les Albanais, c'était le contraire.
Ce sont les Albanais qui ont épuré les Serbes. Moi, j'allais chaque année, quand j'étais à Nancy, j'allais chaque année à Belgrade, et il y avait, c'était sous Milosevic, eh bien, il y avait des délégations de Serbes du Kosovo qui venaient pleurer auprès de Milosevic pour demander la protection, parce qu'ils étaient terrorisés par les Albanais, c'est-à-dire par l'UÇK, qui est une organisation criminelle, une organisation qui avait même été jugée terroriste par les États-Unis, mais qui après a été instrumentalisée par les États-Unis au fait que maintenant Hashim Thrassi, le grand chef de l'UÇK, qui est un bandit international, qui pratique le trafic de drogue, de prostitution et le trafic d'organes aussi, n'est-ce pas, dans toute l'Europe, eh bien, il est considéré comme l'emblème même, le représentant des valeurs européennes face aux Serbes. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et voilà ce contre quoi la Russie, avec son héritage, avec sa, si vous voulez, son identité, ses convictions religieuses, qui sont très importantes, parce que la religion orthodoxe est très vivace en Russie. Alors je voudrais donc rappeler que il y a eu, en ce qui concerne cette modernité russe dont j'ai parlé dans mon livre, elle a plusieurs visages. Parce que une chose que l'on souvent, justement, j'ai fait allusion tout à l'heure à cela, c'est que cette idéologie occidentale, n'est-ce pas, socialiste, on peut dire, révolutionnaire, qui s'est introduite dans la société russe et qui a commencé par saper peu à peu les fondements même de cette société avant de prendre le pouvoir. Mais c'est un processus absolument normal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un revirement extraordinaire avec la révolution d'octobre, puisque c'est le groupe le plus minoritaire des révolutionnaires, les bolcheviks, qui ont pris le pouvoir. Et la différence entre l'idéologie des bolcheviks et cette idéologie, on pourrait dire, nihiliste, disons, n'est-ce pas, anarchisante, qui a contribué, bien sûr, à la révolution, mais qui n'a pas été, ce n'est pas cette idéologie qui a prévalu au moment de la révolution. Et la raison pour laquelle, ce qui faisait la distinction consistait dans le fait que les bolcheviks étaient au fond des jacobins. C'est-à-dire Lénine défendu l'État. Il était, on peut dire, souverainiste. Et une chose que l'on néglige souvent, pour expliquer quand même la victoire étonnante des bolcheviks sur tous leurs adversaires à cette époque, parce qu'il y avait l'entente, il y avait les armées blanches, et ce sont eux qui ont gagné. C'est parce que tout d'abord, ils étaient au centre, et les autres étaient à la périphérie. Et ils incarnaient la continuité de l'État. Vous voyez ? Ils incarnaient la continuité de l'État-nation. Alors cet État-nation, peu à peu, c'est à nouveau redevenu, disons, il a pris par la suite la tête d'un nouvel empire, je dirais, n'est-ce pas ? Mais il s'est constitué d'abord, justement, au nom de cette primauté centraliste, qui est celle de l'État, du rapport qu'on établit entre l'État et le peuple, vous voyez ? C'est-à-dire, et c'est cette liaison, cette union entre l'État et le peuple qui a permis la victoire des bolcheviks. Mais il y a un autre facteur que l'on a souvent négligé et qui maintenant est très souvent mis en valeur dans les émissions, à la télévision historique, etc., c'est que la plupart des cadres du régime tsariste ont compris que le seul moyen de perpétuer au fond la Russie en tant que telle, vous voyez, la Russie en tant qu'État, la Russie dans son intégrité, c'était de soutenir les bolcheviks. Et par exemple, il y a eu un exemple très frappant que je donne souvent, je terminerai là-dessus, il ne faut pas trop abuser de vous. Il y avait à Paris le conseiller militaire au moment de la Première Guerre mondiale s'appelait Ignatiev, c'était le comte Ignatiev. Or, son père était un dignitaire, il appartenait, vous savez, au Conseil de la noblesse, c'était un grand dignitaire de la monarchie tsariste. Et il était un monarchiste absolutiste.
C'est-à-dire qu'il était violemment opposé à la monarchie constitutionnelle, à la Douma. Et il considérait que l'acceptation de la Douma par le tsar était une trahison. Et il avait même fait un complot, il faut monter un complot contre Nicolas II, lorsque Nicolas II a finalement donc concédé, disons, de passer de monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, ceci dit avec beaucoup de réticence. Eh bien, ce qui est frappant, c'est que le Ignatieff, le fils donc de cet absolutiste monarchiste, a pris parti pour les bolcheviks, et comme il avait les clés de tous les avoirs de la Russie au moment de la Première Guerre mondiale, en France et en Europe, il y avait dans les banques, des usines, etc., il a tout donné aux bolcheviks, avec l'acceptation d'ailleurs du gouvernement français. C'est vrai, les Français ont fermé les yeux, ils ont laissé faire. Et il a été reçu en Russie comme un triomphateur, n'est-ce pas? Alors vous avez le descendant d'une lignée aristocratique, enfin disons monarchiste, absolutiste, qui passe au bolchevisme. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Toukhatchev, qui était un général de l'armée tsariste. Berzine était un général de l'armée tsariste. Tchitcherine, qui est devenu le commissaire aux affaires, celui qui a signé la paix de Brest-Litovsk, qui est devenu le commissaire aux affaires étrangères, qui a été en quelque sorte converti au bolchevisme par Lénine. Il était d'une grande famille aristocratique, n'est-ce pas? Donc les cadres diplomatiques, militaires, même on peut dire la bureaucratie au fond, n'est-ce pas, cette fameuse table des Rondes, dans une grande majorité, s'est ralliée au gouvernement bolchevique par patriotisme. Par patriotisme. Donc cela montre, je vous dis cela pour vous montrer la continuité du patriotisme en Russie. Et c'est ce qui fait la différence, je crois, entre le peuple russe et les peuples européens, c'est que chez nous, que ce soit en France, je pense, ou en Italie, ou en Allemagne, ou ailleurs, c'est pareil, le patriotisme n'existe plus. Et c'est là la différence entre l'état de la société occidentale, ou en tout cas de la société française, et l'état de la société russe. C'est que les Russes, ils sont passés par si vous voulez, on pourrait dire, ils ont traversé les enfers, n'est-ce pas, avec les années 90, qui sont devenus, qui signifient la pire des déchéances pour les Russes. C'est une des pires périodes de leur histoire. Et en revanche, en Occident, c'est considéré comme l'exemple c'est cela au contraire qui est revendiqué, c'est la Russie que l'on veut défendre, c'est cette Russie humiliée, n'est-ce pas, appauvrie, destituée de tout pouvoir, qui était rendu au rang d'une puissance du troisième monde, n'est-ce pas, d'une puissance d'un pays africain. Enfin, c'était abominable. Eh bien, c'est cette Russie que l'on veut en Occident. C'est cette Russie qui nous plaît. Cette Russie soi-disant démocratique. Et pourquoi on attaque Poutine? Parce qu'on le considère comme celui qui a trahi justement ses valeurs, entre guillemets, qui en fait pour les Russes signifient le contraire absolu de ce qu'elles signifient pour la plupart